Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller, où ce soir nous recevons Marion Brunet pour son roman Plein Gris sorti chez Pocket Jeunesse. Il me semble que c'est en janvier, le 14 janvier si j'ai bonne mémoire, c'est ça Marion? Oui, Et tout à ce fait. soir, pour l'interroger, nous avons Sophie Isaac, qui est libraire à la librairie La Femme Renard à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Donc ce soir, le Tarn-et-Garonne est en force parce que nous sommes toutes les deux dans le Tarn-et-Garonne et à 25 kilomètres l'une de l'autre. Je vais rappeler, avant de vous laisser la parole, mesdames, que les participants peuvent poser des questions à Marion par mon intermédiaire en utilisant l'onglet Converser. Marion, Sophie, je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Eh bien, bonsoir Marion. Bonsoir. Comme le disait Nathalie, je suis donc libraire à Montauban, à la librairie La Femme Renard. Et votre livre dont on va un petit peu parler ce soir, Plein Gris, que j'ai absolument adoré. Mais avant tout, on va peut-être vous présenter un petit peu pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas. Vous êtes une ancienne éducatrice spécialisée pour les enfants et les ados. Et en 2013, vous avez écrit votre premier roman, Frangine, qui a été primé, c'est ça. Et s'ensuit ensuite plusieurs romans qui ont aussi été récompensés. L'été circulaire en 2018, 100 fois ni loi, un superbe roman qui a reçu la Pépite d'or au Salon de Montreuil en 2019. Et l'année dernière, vous avez écrit un roman pour adultes, Vanda, chez Albin Michel. Et celui-ci, donc sorti le 14 janvier chez Pocket, Plein Gris, un roman pour ados. Voilà. Je vous coupe juste une seconde, juste pour repréciser. Oui, allez-y. Comme ça crée encore plus la discussion. L'été circulaire aussi était pour adultes, même s'il y avait des adolescentes à l'intérieur. Et par ailleurs, je précise que j'ai été éducatrice spécialisée aussi avec des adultes, avec tous les âges. Voilà, j'ai travaillé aussi en psychiatrie avec des adultes. D'accord. Et donc, vous avez été éducatrice spécialisée pendant très longtemps et vous êtes venue donc à l'écriture, à la littérature. Comment ça vous est venu? Est-ce que vous aviez cette envie d'écrire depuis très longtemps ou vous avez éprouvé le besoin de quitter ce monde de l'éducation spécialisée pour écrire? Alors, en fait, moi, j'écris depuis toujours. J'ai commencé toute petite, dès que j'ai su le faire. En fait, j'étais très, très fan des bouquins. J'avais la chance de vivre dans une maison où il y avait beaucoup de livres et où la lecture était vraiment encouragée. Donc, très tôt, j'ai adoré ça et très tôt, j'ai eu envie d'être écrivaine. Alors après, je suis passée par d'autres chemins aussi parce que dans ma tête, c'était pas vraiment possible d'être écrivaine. Ça semblait comme une espèce de… Soit il fallait être mort, soit il fallait connaître du monde. J'avais l'impression que c'était vraiment un univers qu'on ne pouvait pas atteindre. Mais j'ai jamais cessé d'écrire en fait au fil de ma vie jusqu'à ce qu'effectivement il y ait la bonne rencontre en 2012 au moment où j'ai commencé à écrire Frangine et qu'il y ait donc la parution de Frangine en 2013. D'accord, chez Sarbacane. C'est ça. C'était une belle rencontre. Chez Sarbacane. Oui, chez Sarbacane. D'accord. C'était sur des conseils d'amis en fait à moi qui m'ont dit mais tu sais cette collection-là, ce que tu écris, ça pourrait bien coller avec les textes de la collection Exprime. Et du coup, j'ai contacté l'éditeur en charge de la collection et ça a assez vite matché. Et du coup, voilà, est sorti Frangine, puis La Gueule du Loup, puis Dans le désordre, trois romans que j'ai publiés chez eux avant le reste. Quoi, voilà. D'accord. Et ensuite, justement, vous êtes passé à l'écriture de romans pour adultes. A priori, enfin, quand on vous lit, parce que moi, sur les conseils, j'ai lu Vanda, et là, je suis en train de finir l'été circulaire. Vous passez d'un genre à l'autre sans vraiment de problème. On vous sent à l'aise dans les deux écritures. Mais qu'est-ce que vous préférez, vous, écrire plus pour les adultes ou pour les enfants et adolescents?
Alors, moi, j'aime les deux, d'autant que j'ai pas vraiment la sensation, quand j'écris, d'écrire spécifiquement pour un public. Par exemple, le bon exemple que je donne, c'est que mes bouquins qui sont sortis en young adulte, donc en ado, sont tous les uns après les autres en train de sortir en poche en littérature adulte. D'accord. Donc, en fait, il y a vraiment un lien pour moi qui se fait entre les deux, assez naturel. Et je crois que ce qui fait vraiment la différence, ça va être peut-être plus le fait que j'ai des personnages adolescents, ou qu'on est plus clairement dans un roman initiatique voilà, d'un passage à l'âge adulte. Mais même ça, j'ai envie de dire que c'est des choses qu'on peut trouver aussi en littérature adulte. Donc, quand j'essaie de réfléchir à cette question-là, et je crois que peut-être que quand j'écris pour les adultes, je m'autorise un peu plus de désespérance, là où en jeunesse, je vais quand même laisser un peu de lumière, même si c'est une tragédie, même s'il y a des choses dures qui peuvent se passer, qui est quand même un petit peu plus de lumière à la fin. Oui, parce que justement, dans vos romans adultes, on sent le côté un peu sombre, parce que vous décrivez des personnages, somme toute, très ordinaires, mais qui vivent quand même qui vivent des galères assez extrêmes, comme notamment Vanda. Voilà. Et dans vos romans adolescents, pour ados, et notamment Sans foi ni loi et Plein gris, vous décrivez l'adolescence comme étant un passage, enfin une expérience à vivre et tout. Et c'est pas forcément noir. Alors, non, Voilà, ce sont c'est des pas jeunes qui noir. vivent à C'est pas fond noir. leur adolescence. Et Euh, voilà. je dirais que c'est quand même, même si c'est pas aussi noir que ce que j'écris en adulte, c'est quand même des choses assez dures, puisque Gareth dans Sans foi ni loi est quand même un enfant battu par son père. C'est ça, oui. L'issue de l'histoire concernant Abigail Stenson, je ne voudrais pas spoiler, mais c'est pas non plus très très joyeux. Et donc voilà, il peut y avoir des morts, il peut y avoir des choses assez dures qui se déroulent, mais disons que j'ai l'impression qu'il reste un espoir de vie au bout, quoi. On n'est pas dans quelque chose comme ce que j'ai pu explorer dans L'été circulaire, C'est de quelque ça. chose dont on ne sort jamais, ou dit très très difficilement, où la fin assez totalement désespérée de Vanda. Ouais. Mais c'est vrai que dans vos romans Sans foi ni loi et Plein gris, il y a toujours un petit peu de lumière, il y a toujours une lumière au bout de ce tunnel qui fait que bon, rien n'est noir et qu'on peut toujours avancer, quoi. Oui, parce que ça me semble, de toute façon, comme en plus j'ai des personnages adolescents, j'ai l'impression que c'est pas possible de les plonger dans une absence d'espoir et une absence d'avenir. C'est pas, j'y arrive pas. Ouais. Surtout que là, l'avenir, il est quand même très incertain parce que nous vivons une espèce de pandémie là, qui nous tombe dessus depuis un an. Comment vous le vivez? Est-ce que vous avez ressenti le besoin de lire ou d'écrire? Comment est-ce que vous avez vécu? Comment vous vivez cette pandémie? Je crois que comme tout le monde, il y a eu des moments vraiment très différents, des moments étranges, où je me disais, bon, la situation est bizarre, particulière, mais on vit tout ça, on va faire avec. Et puis, comme par exemple le tout premier confinement, où on était complètement, voilà, on est tous dans nos petites bulles. J'ai eu du mal à lire au début. J'ai eu beaucoup de mal à lire. Et d'ailleurs, j'ai plutôt relu des classiques ou des choses que je n'avais pas lues depuis longtemps, des choses du coup assez rassurantes, des bouquins, voilà, les relectures, ce qu'on peut trouver dans certaines relectures. Et en revanche, j'ai pu finir Plein gris, puisque c'est pendant le premier confinement que j'ai terminé Plein gris. Et D'accord. j'ai réussi à écrire un autre texte qui sortira en septembre ou octobre, pendant le deuxième confinement, on dira. Donc, en fait, je pense qu'en termes de temps d'écriture, c'était plutôt pas mal parce que ça m'a laissé ouais, beaucoup de temps. Mais au niveau du moral, c'est quand même pas super évident parce que je suis comme tout le monde, on est tout le temps c'est par des hauts et des bas, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir revoir du monde. Je crois que c'est dur ça de ne pas pouvoir projeter
j'ai l'impression que toute projection est compliquée. Les rencontres, là, je voyais aujourd'hui encore, j'ai eu une annulation de rencontre sur le printemps. C'est la deuxième. J'ai l'impression que ça commence et ça. J'espère qu'il va en rester quand même quelques-unes, mais c'est un peu dur comme ça de voir tout le planning finalement s'annuler un par un, être remplacé par des rencontres virtuelles, parce que même si c'est super chouette les rencontres virtuelles, je découvre ça. C'est pas la même chose que le contact humain quand même. Donc, ouais, pas évident. Ouais, des moments coup dur et puis bon. Oui. Vous aimez les rencontres, les dédicaces, vous aimez participer à des salons Oui, oui, parce que alors il en faut pas trop parce que sinon on décroche de sa vie réelle. C'est important de garder une base de vie chez soi. Mais en revanche, ce qui est sympa, c'est d'une part, on est en contact aussi avec les lecteurs et avec aussi tous les acteurs du livre qui travaillent autour de nos bouquins, les libraires, les bibliothécaires, les gens qui organisent les salons, qui réfléchissent en amont à pourquoi ils vont nous inviter par rapport à tel bouquin et pourquoi ils vont organiser telle rencontre avec tel autre auteur. Et tout ça, c'est passionnant, c'est vachement chouette. Puis c'est aussi le moment où on retrouve les copains. On retrouve les autres auteurs et ça fait vachement bien de se retrouver, de boire des coups ensemble, de parler de nos boulots, de parler de nos projets. Et ça manque, ouais, ça manque beaucoup. et dans ces salons, vous avez été donc de nombreuses fois primé, vous avez eu pas mal de prix. Comment vous avez vécu toutes ces récompenses? Est-ce que ça vous a donné la grosse tête? Mais en vous regardant, je ne crois pas. Mais comment ça vous a stimulé? Est-ce que vous êtes fier de ces prix? Est-ce que ça vous pousse à aller plus loin dans l'écriture? Alors oui, de toute façon, c'est génial de recevoir des prix. Je suis hyper fière, je suis hyper contente. Ça donne euh, je pense. Une Ouais, dimension ouais, et puis c'est une reconnaissance. C'est de vraiment une reconnaissance? reconnaissance. Ouais. Et ça, c'est important. Après, je pense que en littérature, peut-être contrairement à d'autres univers, ou peut-être encore plus quand on est en jeunesse, je sais pas, j'ai l'impression que c'est difficile de se prendre la grosse tête parce qu'en fait, on est tout le temps dans un va-et-vient entre enfin, il y a tout de suite des situations où l'humilité, on est obligé à revenir à une humilité, même si on a pu se laisser aller à avoir la grosse tête, parce qu'on peut passer d'un endroit où les gens ont adoré votre bouquin, où ils vous connaissent et tout, à des endroits où on ne sait pas qui vous n'êtes même pas passé à la télé. Donc, euh, bon, on est auteur, quoi, donc c'est pas. Il y a des tas de gens pour qui c'est vraiment, c'est pas la panacée. Donc, il y a pas de, je crois que il y a peu de risques quand même de se prendre vraiment la grosse tête. Et pour en revenir à cette pandémie, je pense que vous avez dû voir que ça avait redonné le goût de la lecture au public, enfin aux gens, et que dans les librairies, il y a eu un engouement pour le livre. Comment vous le ressentez? Est-ce que vous êtes surprise de cet engouement, de ce retour à la lecture ou Alors, surprise, je ne sais pas, c'est possible, mais heureuse, ça c'est sûr. Ça, je suis très contente de ça. Alors, j'ai pas mal discuté avec des libraires qui étaient très heureux de ce retour en librairie des gens, mais qui disaient quand même que après, je ne sais pas, j'ai pas tous les chiffres, mais qu'il y avait un retour beaucoup sur le fond, donc oui, les tout à fait. classiques et les best-sellers. Donc, moi, je suis très, très heureuse que les gens reviennent à la lecture ou ils viennent encore plus du fait de la pandémie. J'aimerais bien qu'ils lisent aussi autre chose que les classiques ou les best-sellers. Mais oui, oui, bien sûr, je trouve ça super que les gens retournent en librairie. Et moi, même moi, je pense que j'ai jamais autant acheté de bouquins. D'accord. Je pense qu'au départ, c'était l'idée aussi de soutenir les libraires. Il y a l'idée de, voilà, une des professions, pour moi, les libraires, c'est vraiment nos alliés. Donc, à un moment donné, ils défendent nos bouquins, on leur
leur achète des bouquins. Enfin bon, il y a quelque chose. Donc, j'ai vachement acheté de livres et j'ai l'impression que c'est presque devenu encore plus précieux pendant cette période-là, de me faire des réserves, quoi. Il y a un truc, alors que j'en ai beaucoup, hein, des réserves, mais d'acheter des romans qui viennent de sortir, par exemple, d'auteurs actuels. Et voilà, pour moi, c'est assez important. Et justement, quel titre de livre conseilleriez-vous par exemple, à un jeune qui n'aime pas lire? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Voilà. Alors, je viens de lire Désorientée de Marine Carteron, que j'ai beaucoup aimé. Oui. J'ai trouvé que c'était une vraie réflexion sur la liberté, le choix. On démarre sur Parcoursup, donc sur toute la question d'une jeune fille sur ses choix à Parcoursup. Et en fait, à un moment, on sort vraiment de cette pure questionnement d'orientation pour basculer sur la question du choix de façon globale et de la liberté qui est celle d'avoir le choix, en fait. Et j'ai trouvé la fin très, très belle. Donc, je conseillerais ce bouquin-là. Je ne sais pas en quelle année je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Je pense qu'il est assez récent, mais pas… Oui, vous savez ou pas? Non, je crois qu'il a 3-4 ans, si je ne me D'accord. trompe, et je ne vais pas dire de bêtises. Après, c'est compliqué comme ça, à brûle pour point. Je pense que dans les conseils de lecture, moi, ce que j'aime beaucoup conseiller des bouquins aux jeunes, mais ce qui est bien, c'est de les connaître, d'échanger un petit peu avec eux pour savoir ce qui les intéresse, comment aborder ça avec eux. Et à partir de là, je pense que on peut mieux les conseiller. Mais j'imagine que vous savez ça mieux que moi, vu que c'est votre boulot aussi au quotidien. Oui, oui, tout à fait. Et Ben ouais. justement, avec tous ces conseils, vous avez donc écrit 2 romans qui, pour moi, en tout cas, responsables en rayon jeunesse, 100 fois Lillois qui a été récompensé à Montreuil en 2019, et donc le dernier que je remontre pour ceux qui ne l'ont pas assez vu, qui ne l'ont pas bien vu, donc Plein Gris. Comment vous est venue l'idée? Alors, on va parler d'abord de 100 fois Lillois. Comment vous est venue l'idée de ce western? Alors, le western. Moi, au départ, quand j'étais gamine, j'aimais beaucoup les westerns. J'en regardais avec mon père et puis très vite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait jamais de femmes ou alors elles avaient vraiment des rôles qui n'étaient pas vraiment très intéressants. Et du coup, j'ai eu envie, ça faisait longtemps que j'avais envie de créer un personnage comme ça euh, de hors-la-loi, de femmes de l'Ouest qui portent des pistolets et qui montent à cheval. Je pense que c'est venu aussi rencontrer une scène qui était la scène de départ, qui m'est venue en tête, qui était la scène où un ou une hors-la-loi prend un petit peu en otage ou demande à être hébergé, demande à être caché à un enfant ou un adolescent. Et cet enfant ou cet adolescent va dans un premier temps balancer le hors-la-loi, puisque c'est ce que fait Gareth au début du roman. Et qu'est-ce qui pourrait advenir de ça? Et voilà. Et à partir de cette scène de départ, j'ai imaginé l'histoire de la transformation de Gareth, donc de ce jeune homme qui est en devenir et puis qui est quand même dans une famille pas facile, où donc sa mère est morte et son père est un pasteur violent qui ne parle pas. Et ce qui au départ est une coercition, un enlèvement de Abigail Stenson sur cet adolescent va devenir une porte de sortie, une porte vers la liberté, et il va découvrir autre chose, un autre monde et d'autres formes de relations possibles. Et finalement, il va devenir un homme au contact de cette femme et de toute une galerie de personnages qu'il va aussi rencontrer au fil du roman, bien sûr. Et la plus grande leçon étant aussi le regard que la société va porter sur cette femme qui va être évidemment un regard jugeant, qui ne tolère pas qu'une femme puisse vivre à sa façon comme elle le souhaite. Justement, dans vos romans, vous parlez beaucoup des femmes. Oui, je Est-ce que pense que c'est une manière pour vous, Je vous ai coupé la parole. de justement
comment dirais-je, de donner à la femme la place qu'elle mérite ou Je crois que les personnages féminins m'intéressent. Je pense que ça m'intéresse aussi évidemment d'avoir aussi une réflexion sur la situation des femmes et voilà, réfléchir à ça et parce que je suis féministe et que voilà, c'est évidemment des choses qui sont au centre de mes préoccupations. Mais en plus de ça, je crois que j'aime bien mettre en scène des personnages féminins. Et, euh, et pendant des années, on a eu quasi exclusivement des personnages masculins. Et voilà, enfin, après, c'est pas une revanche, c'est juste que ça m'intéresse plus et que j'ai envie d'explorer des personnages féminins. Après, j'ai aussi quand même des personnages masculins dans mes bouquins. Entre autres, d'ailleurs, oui, oui, tout à fait. Gareth, qui est quand même mon héros Oui. de Poigny-Lois et qui raconte l'histoire. Et c'est lui qui parle à la première personne du singulier et c'est un garçon. Et ben oui, en plus, il a toute son importance dans le roman, quoi, parce qu'il est clair. Justement, pour écrire, est-ce que vous avez des habitudes? Est-ce que vous avez un petit rite? Est-ce que vous vous mettez dans une ambiance? Est-ce que vous vous enfermez, je ne sais pas moi, dans un chalet en pleine nature ou Alors, je sais pas du tout ce que ça donne les résidences. J'aimerais bien faire des résidences, mais c'est compliqué pour moi parce que j'ai un enfant qui a 9 ans et donc du coup, je me sens pas du tout de partir plusieurs mois. Donc, je travaille plutôt à la maison. Et je crois que pour l'instant, c'est quand même l'endroit que je préfère pour travailler, c'est d'être chez moi. J'ai essayé dans les hôtels ou dans les trains quand justement je fais des déplacements, mais je suis pas, c'est pas mon endroit préféré. C'est des moments où à la limite je vais prendre des notes, réfléchir en regardant par la fenêtre du train, mais pas véritablement écrire pour rentrer vraiment dans le texte et écrire. J'ai plutôt besoin d'être chez moi, de savoir que j'ai du temps devant moi. C'est-à-dire que si je rentre vraiment dedans, je vais avoir plusieurs heures devant moi pour pouvoir rester dedans. Et pas, si j'ai qu'une heure, j'ai l'impression que j'aurai jamais le temps de m'immerger, quoi, de plonger. Et presque au moment où je serai vraiment dedans, il faudra que je parte faire autre chose. Donc je m'arrange toujours pour avoir quand même du temps devant moi. Plutôt au calme. J'écoute pas forcément de musique quand je travaille. Et plutôt avec beaucoup de café et des clopes. Voilà. Voilà, c'est un peu mes drogues de travail, c'est un peu café-clope. et les idées vous viennent facilement? Est-ce qu'au départ, quand vous avez écrit Plein Gris, par exemple, est-ce que vous aviez déjà une idée, l'idée du départ et ça vous est venu comme ça ou est-ce que vous aviez envie d'écrire sur la mer parce qu'on sent que vous connaissez quand même aussi la mer et parce que bon, vous avez des descriptions, bon, je ne dirais pas, mais sur le bateau, sur la voile. Est-ce que vous aviez déjà voilà, une idée, Alors, un fil conducteur? ouais, alors la mer et le côté, la Bretagne, tout ça, le côté de l'océan, le côté un petit peu menaçant de la mer, c'est quelque chose que j'avais traité dans des nouvelles qui n'ont pas été publiées, mais c'est quelque chose qui me suit depuis longtemps, mais que je n'avais pas encore exploré depuis que je suis publiée. Et puis j'ai eu une idée il y a longtemps, il y a plusieurs années, de cette scène, parce que souvent j'ai une scène initiatique en fait qui vient au départ et autour ça s'articule. Et j'avais cette scène d'un bateau où un groupe récupère le corps de l'un d'entre eux et où tout le long du roman on ne saurait pas qui l'a tué en fait ou comment il est mort. Donc j'avais vraiment cette trame de début. Je trouvais que c'était une bonne ouverture en fait de démarrer là-dessus et puis presque comme une contrainte d'écriture, je me la suis posée en me disant bon, ben, à un moment, mets-toi là-dessus, qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce qui pourrait se passer. Et je pense que quand je me suis mise à l'écriture de Plein Gris, j'ai mixé ça avec la question du pouvoir, des relations de pouvoir dans un groupe, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi pas mal, et un petit peu de certains rapports toxiques qu'il peut y avoir avec, entre autres, des personnes un petit peu charismatiques, qui ont l'air très brillants, qui embarquent tout le monde.
et où en fait, bon, ben, on va se rendre compte parfois des années plus tard que c'était pas non plus une personne si exceptionnelle que ça. Une fois qu'on est Oui. sorti de l'état de fascination. Voilà. On va raconter un tout petit peu justement Plein Gris. Donc, c'est une bande de copains qui décident de partir en Irlande sur un voilier. Une tempête arrive et un des adolescents, on retrouve le corps d'un des adolescents. Voilà. On va peut-être pas en dire un peu plus parce que... Mais alors, il y a cette bande d'adolescents que l'on découvre petit à petit. Alors, vous mettez justement en avant cette amitié qui dure depuis des années, garçon, fille, et ce fameux personnage qui domine. Mais qu'au début, on découvre au fur et à mesure que c'est quelqu'un qui, qui est manipulateur, dominateur et narcissique. Et vous avez ces personnages tout autour, mais où il y a quand même l'amitié qui est là. Et vous faites des flashbacks entre donc la tempête et leur histoire. À aucun moment, quand on lit ce livre, on est déstabilisé. Moi, je suis rentrée, j'ai lu la première page où on retrouve donc le corps, la tempête arrive, et on ne réfléchit même pas, on rentre dans ce livre, et on ne s'arrête qu'à la fin. On se sent happé et par la tempête et par le livre. C'est quand même, c'est hallucinant, quoi. C'est le but. C'était mon but. Et je crois que c'est aussi ce que me permettait cette scène inaugurale, puisque le tout premier chapitre, Clarence est mort et il est sur le pont et on découvre toute la bande autour de lui. On ne sait pas comment il est mort et en plus de ça, une tempête arrive. Et du coup, ça permettait aussi de mettre un petit peu légèrement à distance au deuxième plan, j'ai envie de dire, la mort de Clarence, puisque on est aussi inquiet pour leur survie, puisqu'ils se retrouvent dans une tempête terrible et où finalement la question de leur survie à eux devient plus importante, passe au premier plan par rapport à la question de départ qui est comment est mort Clarence. Et les flashbacks... Pardon ? Allez-y, allez-y. Allez-y, continuez. Les flashbacks me permettent en fait de remonter le fil et peut-être aussi de donner petit à petit une image plus claire, comme un puzzle en fait, de cette relation des 5 amis et entre autres d'Emma, la narratrice, avec Clarence, dont on comprend dès le début qu'elle était très très amoureuse. C'est ça. Du coup, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est un thriller. Vous le décririez comment, ce roman ? Je pense que si, on peut dire que c'est un thriller parce que on est sur une double tension entre comment est mort Clarence et est-ce qu'ils vont s'en sortir. Après, je connais pas exactement les codes du thriller, c'est pas forcément un genre que je connais très bien, mais je pense que c'est à la fois un roman d'aventure, je dirais, enfin d'aventure dans le sens où voilà, ils vivent une aventure. Il y a, moi, l'idée, c'était qu'il y ait une tension tout le long pour que ça fasse exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on l'attaque et qu'on ne puisse plus le lâcher, que vraiment on ait peur pour eux, on soit dans une vraie inquiétude et que la tension tienne tout le long. Et du coup, c'est en ça que je dis peut-être c'est quand même un thriller, mais je ne sais pas, je suis pas assez du genre pour ça. Voilà, le suspense, il est là, et même les flashbacks ne cassent pas le rythme, en fait. Ça, c'était un enjeu. C'était vraiment un enjeu parce qu'on ne sait pas justement quand on joue avec un flashback si le fait de casser l'action va rendre un peu ennuyeux le passage en arrière quand le lecteur, est-ce qu'il va se dire ah ben non, on était en train de il y avait une vague qui arrivait et là je me retrouve dans la cour du lycée mais je pense que
comme il y avait c'est justement peut-être, mais ça c'est des choses que je comprends après, mais peut-être la double tension qui est la tempête et Clarence et la mort de Clarence. Quand on repart sur les flashbacks, on revient aussi sur ce ah mais oui, dis donc comment est-ce qu'il est mort et pourquoi. Et peut-être que on garde cet intérêt sur les flashbacks parce qu'en fait, que ce soit dans le présent ou dans le passé, il y a un enjeu. Il y a un enjeu sur les deux temps en fait finalement. Alors, il y a aussi le fait que ces romans sont quand même, je ne sais pas si on le voit bien, mais ils ne sont pas épais. Là, je crois qu'il y a 200 pages. Dans 100 fois ni loi, c'est pareil, ce sont des romans assez courts. Mais quand on est, je vais encore me répéter, mais quand on rentre dedans, voilà, on n'a pas l'impression qu'on s'ennuie, on est tout de suite pris. Et pourtant, ce sont des romans, voilà, ils sont courts, mais ça nous prend vraiment. Vous réussissez quand même voilà, à nous entraîner, même si ça s'arrête au bout de 200 pages, on est quand même voilà, pris dedans, quoi. Eh ben, alors moi, je suis sur une base de 300 000 signes à peu près, ce qui n'est pas non plus si court que ça, mais c'est pas non plus, effectivement, il y a un moment où, en termes de format, j'ai du mal à aller au-delà de 300 000 signes parce que j'ai l'impression que je me perds moi-même. Et, voilà, et puis j'ai une tendance je fais plus partie de ces gens qui écrivent un peu à l'os et après on leur conseille de développer un peu plus, plutôt que des gens qui écrivent beaucoup, beaucoup, à qui on dit après il faut trancher. Voilà, j'aime bien quand c'est un peu sec aussi. Voilà, quand l'écriture un peu sèche. Ah oui, là c'est parfait. Ouais. Je dirais même pas que c'est sec, c'est court, mais c'est le mot juste, je veux dire, voilà, le temps juste, juste ce qu'il faut pour ne pas tomber ni dans l'ennui et pour vouloir continuer. Mais je pense que le format, c'est pas si déterminant par rapport à un roman. Des fois, on va chercher un roman de telle ou telle longueur, mais je pense que c'est une erreur parce que il y a des courts formats qui racontent des histoires immenses et des grands formats qui racontent aussi des histoires immenses, mais d'autres qui peuvent être un peu longués. Je pense à quelqu'un qui écrit des textes assez courts en jeunesse, c'est Guillaume Guéraud, par exemple. Et moi, je suis admirative du travail de Guillaume parce que je trouve qu'il il a une écriture très sèche, très à l'essentiel. Et des fois, j'ai cette frustration de me dire c'est trop court, il déconne, il pourrait en écrire un peu plus parce que j'ai la frustration que ça s'arrête. Mais je trouve que c'est un format qui lui ressemble et je trouve que voilà, il y a une densité, une intensité, même dans des textes très courts qui ont une sacrée force. Alors, je vois qu'il y a des petites questions qui s'affichent. Oui. Ouais. Alors, est-ce que j'ai suivi des cours d'écriture ? Non et oui. Donc, en fait, quand j'étais à la fac, j'ai suivi pendant une année des ateliers d'écriture. Donc, moi, je n'appelle pas ça des cours. C'est des ateliers, c'est-à-dire que c'est super bien. D'ailleurs, si certains qui nous écoutent sont tentés, moi, je ne saurais que trop leur conseiller de le faire parce que c'est hyper riche. C'est des consignes, en fait. On est ensemble, on est un certain nombre, et l'animateur d'atelier d'écriture va proposer des petites consignes qui sont en fait des stimulants qui vont nous faire démarrer dans l'écriture. Et ça, c'est super. Et puis, ça permet aussi parfois d'avoir une lecture par les autres et de lire les autres. Et ça aussi, c'est assez riche, ça nous fait avancer. Moi, j'ai eu des questions, Marion, j'ai eu des questions sur le titre. Moi, avant de poser la question sur le titre, moi, ça m'a fait penser à Plein Soleil. Oui. Oui, le voilier. D'ailleurs, il y a eu des commentaires, là, on m'a envoyé des mails en me disant que la couverture était sublime. Est-ce que Sophie peut remontrer la couverture? Parce qu'effectivement, elle est sublime. Parce que moi, je l'ai en numérique, donc je ne peux pas la montrer. Voilà. Mais est-ce que j'ai tort de dire que ça fait penser à Plein Soleil ou pas? Mais pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, il y a eu un article de Michel Abesca dans Télérama qui fait aussi cette comparaison et qui
qui fait clairement allusion au film de René Clément, Plein Soleil. Oui, 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 c'est comme une sorte. Moi, j'ai adoré ce film-là, et ça crée évidemment une forme de clin d'œil, d'inversion à ce thriller sur mer de, de, du film, enfin, qui est avant ça un roman d'ailleurs aussi, Patricia Highsmith. Patricia Smith, oui, Ouais. et qui est Monsieur Ripley. Et donc, oui, c'est un clin d'œil. Enfin, c'est un clin d'œil. En plus, je trouvais que c'était assez beau comme titre, et qu'il y avait un côté comme aussi comme une direction, plein de gris. On va dans le gris. Bon, voilà, c'est ce que fait le bateau quand même, le Céladon. Sébastien demande, est-ce que... tempête, ouais. Sébastien voudrait savoir, est-ce que selon vous, le bateau est le lieu idéal ou par excellence pour un huis clos? C'est génial, c'est parfait, c'est le lieu parfait. C'est absolument parfait parce que parce qu'il n'y a rien autour, enfin il y a la mer, quoi. Donc on est dans on peut même pas se dire, par exemple, on est sur une maison, si on est sur un huis clos de maison, s'il se passe quelque chose d'étrange, on va se dire ah, il y a peut-être quelqu'un de l'extérieur qui est arrivé et on le sait pas. Là, c'est impossible. Ce qui se passe en mer reste en mer. Il y a l'avion aussi. L'avion est pas mal aussi. Oui, aussi, mais c'est moins. Ah ouais. L'avion, c'est peut-être moins intemporel. J'ai l'impression que le bateau, il y a quelque chose de profondément intemporel où on pourrait. Ça peut être un voilier au 19e comme un hors-bord aujourd'hui. Donc, du coup, ça permet vraiment d'imaginer que ça peut être presque dans n'importe quelle époque. Ça, c'est votre côté aventurière qui ressort. Ouais, mais moi, j'ai toujours aimé les vieux romans d'aventure. J'ai adoré ça. Stevenson, Jack London, tout ça, c'était ma came quand j'étais enfant. Donc, je pense que ça a bien infusé aussi. Alors, c'est Aurélie qui demande comment on peut passer. Alors, vous écrivez pour les adultes et pour on va dire la tranche ado. Est-ce que c'est facile de passer de l'un à l'autre? Parce que vous avez choisi le roman police plutôt noir. Je ne sais pas si c'est vraiment Oui, police plutôt noir. Est-ce que c'est facile de switcher de l'un à l'autre? Est-ce qu'il y a des choses Est-ce que vous vous corrigez en disant ben non, ça, je ne peux pas parce que c'est les ados, donc je ne peux pas écrire ce terme-là? Comment ça se passe, ça? Alors, c'est une question évidemment qui m'est beaucoup posée, mais à laquelle je n'ai pas encore complètement de réponse. C'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de censure. Et en même temps, ça m'arrive de me dire, est-ce qu'à l'intérieur de moi, il n'y a pas une censure quand même qui ne va pas être une censure, à mon avis, sur des termes, sur de l'écriture, sur de la violence, s'il y a besoin de violence à un moment, mais qui doit être peut-être à d'autres endroits. Peut-être que est-ce qu'il y a des choses que je vais un petit peu plus éclairer ou développer quand j'écris en young adulte et que je vais laisser peut-être plus d'ellipses quand j'écris en adulte? C'est possible. Est-ce qu'il y a des choses peut-être que j'épargne aussi peut-être à un lecteur? Je ne sais pas vraiment y répondre, mais si je dois être complètement honnête, je pense qu'il y a quand même des petites choses sur lesquelles je vais... Alors, c'est compliqué de répondre, du coup, j'ai l'impression que je ne suis pas très fluide. En revanche, ce que je pense, c'est qu'on parle souvent de quelque chose qu'il y aurait en moins quand on écrit en jeunesse par rapport à quand on écrit en adulte. Comme si écrire en adulte, c'est quelque chose de complet et on retrancherait quelque chose à l'écriture quand on écrit en jeunesse. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'en jeunesse, il y a quelque chose aussi en plus qu'on ne met pas peut-être ou moins en littérature adulte. Et ce n'est pas forcément voilà, sur une histoire de hiérarchie. C'est peut-être quelque chose d'un peu différent. Des scènes que je vais peut-être traiter légèrement différemment ou voilà, je dirais ça. Mais par contre, je n'ai pas la sensation de me censurer. Je n'ai pas non plus la sensation que mon éditeur me censure. Mes éditeurs, d'ailleurs, parce que chez Sarbacane non plus, on ne me censurait pas. Chez PKJ non plus. Donc, je n'ai jamais senti une pression. On m'a dit non, mais là, c'est trop violent. Ou là, non, jamais. Quand on connaît votre travail, on voit qu'il y a quand même une attention particulière au langage et ça apporte justement de la profondeur dans vos romans. Est-ce que pour vous, ça serait un raté de rater justement cette histoire de langage? Ah bah oui, la langue, oui, bien sûr. Plus que l'histoire?
Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que c'est vraiment les deux vont ensemble. On peut pas, une bonne histoire toute seule, elle ne se suffit pas si elle est mal écrite. Un texte très bien écrit qui raconterait un truc complètement ennuyeux, on en connaît, hein, je ne Ouais. cite personne, mais il y en a. Des deux côtés, il y en a. Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas plus d'intérêt. Le bouquin vous tombe des mains, un exercice de style qui, voilà. Enfin, moi en tout cas, le bouquin me tombe des mains. Donc moi, c'est le mélange des deux qui donne c'est au centre. Pour moi, il y a non, c'est tripartite. Je dirais qu'il y a l'écriture, l'histoire et les personnages. Les personnages, pour moi, c'est super important de créer vraiment des personnages qui ne soient pas juste des pantins qu'on va utiliser pour raconter une histoire, mais essayer de les rendre profonds, vivants et leur donner une épaisseur qui puisse faire que quand on va lire, on va se dire je le connais en fait. C'est qu'à la fin du livre, on a l'impression de le connaître. Voilà. Alors Camille, elle a une question sur les personnages. Est-ce que c'est Justement, facile? si je peux me permettre, Oui, oui, vas-y Sophie. Allez-y. justement pour rebondir sur ce que vous disiez, Marion, justement en lisant les livres, vos livres, que ce soit des romans, les romans adultes ou les romans ados, on a vraiment l'impression d'être à côté d'eux et de participer à l'aventure ou d'être vraiment à part entière dans le livre. Comme vous dites, on a l'impression de vraiment connaître les personnages. Eh ben merci, c'est le but. Alors justement, ces personnages, est-ce que c'est facile de se mettre dans la tête des ados? Et est-ce que vous les quittez facilement, vos personnages, ou est-ce qu'ils vous hantent encore de bouquin en bouquin? Alors, je crois que je les quitte de plus en plus facilement parce que souvent j'ai vécu avec eux en amont. Avant, j'écrivais directement et puis je corrigeais après. C'était un grand bordel, mes chemins de fer ou mes manuscrits. Maintenant, j'essaie de réfléchir vraiment en amont, de façon à savoir quand même où je vais au moment où je me mets à l'écriture. Donc, du coup, en général, quand j'ai fini, j'en ai un peu marre. J'en ai un peu marre d'eux. Et il y a ceux derrière qui poussent. Mais je leur garde évidemment une tendresse. Euh, euh, Ouais, non, non, je pense que c'est pas mal aussi de les quitter à un moment et de les laisser faire leur vie. Et puis en plus, je vois que d'autres gens s'en saisissent et ça, c'est très beau à voir. Enfin, il y a vraiment, c'est comme le livre, quoi. À un moment, il nous appartient plus. Et il y a des fois des interprétations sur certains de mes personnages qui sont faits par des lecteurs où je me dis, ah bah tiens, moi, j'ai pas mis ça, mais maintenant, ça m'appartient plus. Et si quelqu'un y met ça, voilà, chaque subjectivité va venir nourrir le personnage. Et qu'est-ce que l'écriture a changé en vous? Est-ce que votre regard sur... quand vous lisez, est-ce que ça a changé votre façon de lire maintenant que vous écrivez depuis un petit moment ou pas du tout? Ouais, je pense. Je pense. Alors, plus que depuis que j'écris, puisque moi j'ai toujours écrit, je Oui, dirais depuis que je suis publiée et que c'est oui, oui, devenu pardon. vraiment mon activité principale et vraiment centrale. Oui, 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 je pense que ça m'a donné. Ben, en fait, ça m'a finalement donné des mots pour dire peut-être mieux ce que je pouvais ressentir quand un bouquin m'ennuyait ou quand un bouquin me transportait. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je vois mieux ce qui fait que je vais aimer ou pas et qu'est-ce que voilà, je suis peut-être plus en capacité de décortiquer ça. Mais en même temps, ça Ça m'a vous... retiré un plaisir de lecture parce que je lis beaucoup moins quand j'écris, quand je suis en train d'écrire, parce que j'ai l'impression que je suis poreuse et du coup, j'ai beaucoup de mal à bouquiner. Donc, du coup, je lis beaucoup moins qu'avant. J'ai eu vraiment des périodes où je lisais énormément quand j'étais plus jeune. Et depuis que j'écris, je lis moins. Alors, je lis quand même, mais moins. Est-ce que Sophie, vous avez une dernière question à poser à Marion? Ça vous a rendu plus exigeante dans l'écriture ou Oui, dans le choix de vos livres ou... dans l'écriture ou dans la lecture? Les deux. Dans l'écriture d'abord? Dans l'écriture, oui, bien sûr, bien sûr. C'est parce que le travail qui est fait avec un éditeur, a priori, c'est pas juste. En fait, l'éditeur, c'est pas juste un marchand de livres, hein. Il amène un vrai regard extérieur. C'est quelqu'un qui va conseiller. C'est pas quelqu'un qui va venir faire de la censure, mais qui va au contraire venir accompagner et dire. Euh,
et nous connaître, et connaître ce dont est capable un auteur, et va lui dire, bah, là, tu peux aller plus loin. Est-ce que tu ne crois pas que tu pourrais creuser un peu plus? Est-ce que tel personnage... Et c'est des discussions, c'est un travail ensemble. Alors après, qui est évidemment un premier travail de première version qu'on fait tout seul, mais c'est le moment où on donne à voir le roman et où il y a un premier regard extérieur. Donc c'est super riche. Et tout ça, c'est de l'apprentissage. Et bien sûr, je suis beaucoup plus exigeante. Et je pense que, d'ailleurs, j'ai jamais très bien compris cette folie sur les premiers romans. Ce côté, non, mais c'est vrai, il y a une espèce de mode du premier roman. Et moi, je me dis toujours, mais en fait, moi, ça m'intéresse plutôt de lire un sixième roman, parce que je pense que plus on avance et plus on est bon. Et alors, bien sûr que des fois, on a la grâce sur un premier roman, oui, bien sûr, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on s'améliore en fait au fil des livres. Et, pour terminer sur cette question, est-ce que je suis plus exigeante en lecture? Je pense que je ne suis pas sûre d'être plus exigeante, parce que je pense que je l'étais déjà. Mais en revanche, je m'ennuie plus à terminer des bouquins qui me plaisent pas, parce que je n'ai pas le temps, en fait. Donc, un C'est bouquin... unanime hein, chez les ouais, auteurs, ça, ouais. maintenant. Un Il y a bouquin une que... question de Stéphanie qui vient d'arriver. Est-ce que vous connaissiez la fin au fur et à mesure de l'écriture de Vanda? Ah, Vanda, je savais, ouais. Je savais que ça allait mal finir, ouais. Oui, oui, Vanda, j'avais la fin. Et au début de l'écriture, j'étais pas complètement certaine que... Alors, je voudrais pas spoiler du tout, ce serait dommage, mais j'avais pensé à une solution qui serait peut-être l'inverse. Ah, intéressant. Voilà. Ah, pas mal. Mais ça n'avait pas du tout les mêmes conséquences pour le petit garçon, Et pour ouais. Noé. Voilà. Alors, moi, je vais rappeler que Plein Gris, qui est sorti chez Pocket Jeunesse en janvier, est sur les tables de librairie. Et il est à la Femme Renard à Montauban. Vous pourrez aller voir Sophie, elle est de très bons conseils. Elle est dans toutes les librairies de France. Il y a aussi tous les précédents. On vous remettra toutes les références des livres de Marion sur notre site et sur la page Facebook. Un grand merci, Marion, d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer tous vos livres, votre parcours, vos petites astuces d'écriture. Un grand merci, Sophie, aussi, d'avoir été là ce soir pour animer cette rencontre. Avant qu'on se quitte, je vais annoncer que demain, on se retrouve à 19h et on recevra Fabio Micheli. Là, on part dans le thriller, carrément. Ça va être âme sensible, s'abstenir, vraiment. Pour Le Loup dans la bergerie, qui sort jeudi aux éditions Robert Laffont, la collection La Bête Noire. Marion, je vais vous laisser le mot de la fin, si vous voulez bien. Donc, vous avez carte blanche, vous dites ce que vous voulez. Bon, je vais faire court, hein. Je vais remercier, je vais vous remercier, Nathalie, vous remercier, Sophie, pour cette rencontre qui était super riche. Et puis, merci à tous ceux qui ont écouté cette rencontre. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a donné envie d'aller lire Plein Gris. Et je vous souhaite à tous un grand courage pour cette période qui est compliquée, longue. Et j'espère que vous allez lire plein de super bouquins pendant cette période. Voilà, bon courage, bonne continuation à tous. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée.